va basculer! Un Boeing 727 en détresse menace de s'écraser au cœur du Michigan. On voit le monde tournoyer à toute vitesse. C'est là que ça devient terrifiant. Vitesse 320 nœuds. 350. Allez, allez! Non, non, non! Les enquêteurs rassemblent des morceaux de débris. Le bec numéro 7, brisé en deux. Et ils interrogent d'autres pilotes. Officieusement? Officieusement. Ils vont jusqu'à risquer leur vie Bon, test numéro 9. pour trouver ce qui a provoqué la chute incontrôlable du vol TWA 841. Vous sentez ça? C'était dingue. J'en ai encore les mains qui tremblent. À 44 ans, le pilote Harvey Hoot Gibson rentre tout juste du vol le plus éprouvant de sa vie. Racontez-moi tout. Un représentant de l'administration fédérale de l'aviation prend sa déposition. On survolait le Michigan. On a un sacré vent de face. Gibson travaille pour la compagnie aérienne Transworld Airlines depuis 16 ans, sans le moindre incident à déplorer. Tu peux vérifier la vitesse au sol? Ça marche, Hoot. Le copilote Scott Kennedy est employé chez la Transworld Airlines depuis 13 ans. On monte quand tu veux, Hoot. Le mécanicien de bord Gary Banks est un vétéran de l'armée de l'air qui travaille au sein de la compagnie depuis 10 ans. L'équipage du vol 841 avait toute l'expérience requise pour piloter un 727. Contrôle, ici 841. On aimerait monter au niveau 390. Bien reçu, 841. Montez et maintenez-vous à 390. Ils avaient un vent de face de 100 nœuds, alors ils ont voulu prendre de l'altitude. Plus on monte, moins l'air est dense, et cela permet théoriquement d'augmenter la vitesse au sol. Je vous débarrasse? Mark Mosiski, âgé de 27 ans, est le chef de cabine de ce vol. Avec les 3 autres stewards et hôtesses, il veille au bien-être des 82 passagers. C'était un vol de nuit au départ de JFK. C'était la première fois que je travaillais avec cet équipage. Tout se passait à merveille. L'appareil est un Boeing 727, connu pour son fuselage étroit. Le 727 était très robuste pour sa catégorie. On avait l'impression de piloter une voiture de sport. Les commandes étaient très souples. On avait la sensation de pouvoir le manœuvrer exactement comme on voulait. Après un retard de 45 minutes à New York, l'avion entame le trajet qui doit le mener à Minneapolis en 3h30. Ils ont atteint une altitude de 39 000 pieds et ils ont commencé à prendre de la vitesse, suffisamment pour raccourcir leur trajet de 10 ou 15 minutes. Je reprends la vitesse au sol. C'est bon pour les réglages. Impeccable. Après avoir servi le repas, Mosiski fait une pause pour manger à son tour. J'étais sur mon strapontin et j'ai senti des tremblements très brusques dans tout l'appareil. Ce n'était pas des turbulences.
C'est quoi ça? Le commandant a vu que le pilote automatique tentait apparemment de compenser un déséquilibre au niveau du roulis. Je reprends la main. Dans ce cas de figure, on se dit que le pilote automatique a un problème. Alors il faut le désactiver. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, l'avion s'incline fortement sur la droite. Vitesse 240 nœuds. Allez! Allez! Mais si ça ne répond toujours pas, c'est l'avion qui a un problème. L'appareil continuait à s'incliner, avec des vibrations très fortes. Si on n'arrive pas à redresser l'appareil avec la gouverne de direction, il faut jouer sur les moteurs. Mais comme les moteurs d'un 727 sont regroupés à l'arrière, ça ne sert pas à grand-chose. C'est là que ça devient terrifiant. Je coupe les gaz. Le commandant tente de ralentir pour reprendre le contrôle de l'appareil, mais ce dernier ne répond plus. Sors les aérofreins, vite! Voulant à tout prix ralentir l'avion, Gibson fait déployer les aérofreins. Ce sont des gouvernes qui permettent d'augmenter la traînée et d'améliorer le contrôle du roulis. Il fallait sortir les aérofreins pour réduire la vitesse, parce que si l'appareil continuait d'accélérer, il courait à la catastrophe. Allez! Allez! Mais l'avion ne ralentit toujours pas. Je me suis levé pour voir si les moteurs étaient en feu. Mais je ne suis pas arrivé jusque-là. On va basculer! Inclinaison anormale. Inclinaison anormale. Le Boeing 727 se retrouve à l'envers et entame un plongeon totalement incontrôlé au-dessus de la ville de Saginaw. La situation était très grave. Apparemment, on ne maîtrisait plus du tout l'appareil. Tout le monde était terrifié. J'ai sincèrement cru qu'on avait perdu les deux ailes. TWA 841, ici contrôle. 841 répondez. C'est pas vrai. On a un gros problème. Dans une situation pareille, on est vite débordé. On voit le monde tournoyer à toute vitesse, on prend plusieurs jets, le tout dans un fracas assourdissant. C'est très dur de se concentrer sur le problème. TWA 841, vous me recevez? Impuissants, les contrôleurs voient l'appareil plonger en direction du sol. Une fois qu'un avion a commencé à piquer vers le sol, il prend de plus en plus de vitesse. Je serrais les mâchoires pour garder le plus possible de sang dans ma tête. Je prenais tellement de jets que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le sang quitte progressivement la tête. On commence par perdre la vue, comme si on avait un voile gris devant les yeux. Et ensuite, on perd connaissance, parce que le cœur n'arrive plus à envoyer assez de sang au cerveau. Les forces qui s'exercent sur le corps sont trop puissantes. Vitesse 320 nœuds. Inclinaison anormale. 350. Inclinaison anormale. J'y arrive pas! J'y arrive pas! Le vol TWA 841 fonce vers le sol à presque 600 km/h. 6G. Normalement, seuls les pilotes militaires subissent de telles forces. On sent un poids énorme qui écrase tout le corps. Et on reste forcément dans la même position. On est incapable de bouger. Je voyais les lumières de la ville et je savais qu'on s'approchait du sol à toute vitesse. Alors ma peur s'est transformée en une sorte d'acceptation. Non, non, non! Allez! Redresse! On chutait tellement vite.
Gibson continue de raconter le cauchemar qu'il vient de vivre aux commandes du vol TWA 841. Vitesse, 390 nœuds. Mais Gibson n'a pas encore abandonné. Allez, redresse! Une idée lui vient. Sors le train! Le déploiement du train d'atterrissage peut ralentir l'appareil en espérant qu'il tienne le coup. Ça y est! Ça y est! C'est le train d'atterrissage qui les a sauvés. Sinon, ils auraient formé un immense cratère quelques secondes plus tard. On remonte. 30 degrés. On a recommencé à grimper, comme si on était sur de terribles montagnes russes. C'est comme si on se faisait écraser. Une personne lambda aurait l'impression de peser 400 kilos. Scott, donne-moi l'altitude! Gary, l'assiette et la vitesse! 5200 pieds, je ne sais pas où est le haut. La Lune! Dans l'obscurité totale, après cette spirale infernale, ils étaient désorientés. En voyant la Lune, le commandant a su où était le haut. Le reste pouvait attendre. Il fallait s'éloigner du sol. Le vol TWA 841 a évité l'impact à quelques secondes près. Et il s'élance à nouveau vers le ciel nocturne. Vitesse 160 nœuds. Mais il n'est pas encore tiré d'affaire. Cette remontée abrupte est presque aussi éprouvante que le plongeon. Et l'équipage lutte pour rester concentré. 10 500 pieds. 11 000. C'est bon, Hoot. C'est bon. On se stabilise. Ici le commandant de bord. Comme vous l'avez remarqué, nous avons eu un petit problème. Mais tout semble être rentré dans l'ordre. On a perdu le système hydraulique A. La pression des fluides a chuté. À peine remis de ce terrible incident, l'équipage constate les dégâts subis par l'appareil. On a un souci sur l'amortisseur de lacet. Soudain, un bruit de ferraille tonitruant les inquiète encore plus. Bon, je m'occupe de l'avion. Occupez-vous des urgences. C'était un bon commandant. Il leur a dit de s'occuper du problème pendant qu'il pilotait seul, parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Activez les commandes d'urgence des pompes et vérifiez la quantité. Les fluides sont à zéro, on n'a plus rien. Le système hydraulique endommagé constitue un sérieux problème pour l'appareil. On doit atterrir. Notre meilleure option, c'est Détroit. D'accord. On est à 100 km. Ils ont décidé de dévier vers Détroit. La météo était correcte et l'aéroport avait de longues pistes avec des services d'urgence très efficaces. Ici 841. Je vous écoute, 841. Contrôle. On a eu un problème et on a chuté d'environ 20 000 pieds. On a besoin d'une trajectoire vers Détroit. On est à 70 km. D'accord. Virez à gauche sur 160 pour rejoindre Détroit. Bien reçu. À gauche sur 160. 841, terminé. Retirez vos lunettes et tout autre objet potentiellement coupant. Mettez un objet mou sur vos genoux pour amortir l'impact. Le personnel de cabine donne les instructions pour l'atterrissage d'urgence. Les passagers étaient étonnamment silencieux, prêts à suivre toutes les consignes. On est à 25 km de Détroit. Sors doucement les volets à 15 degrés. Comme il ne connaît pas l'ampleur des dégâts, Gibson teste la manœuvrabilité de l'avion. Volet à 15. Oula! Rentre les volets. Le déploiement des volets provoque une inclinaison anormale de l'appareil. Quand on doit atterrir sans pouvoir déployer les volets,
On va très vite, beaucoup plus vite que pour un atterrissage classique. On va devoir atterrir à pleine vitesse. Ce sera notre seule et unique approche. À cause des nombreux dysfonctionnements de leur appareil, les pilotes du vol TWA 841 n'auront droit qu'à un seul essai pour atterrir à Détroit. Checklist atterrissage terminé. Altitude 200 pieds. J'étais certain qu'on allait frotter sur le sol de la piste, en créant une traînée d'étincelles et de flammes. 50. 40. 30. Accrochez-vous! 220 nœuds, c'est une vitesse folle pour un atterrissage. On inverse la poussée! Allez, arrête-toi! Faisons descendre nos passagers. Il a fait atterrir un avion endommagé à 90 nœuds au-dessus de la vitesse normale d'atterrissage. C'était un très bon pilote. Vraiment. Hoot. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a pu débloquer à ce point? J'en ai pas la moindre idée. Des enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports arrivent à Détroit pour identifier la source des défaillances du vol 841. Ils ont l'air en bon état. On va récupérer les données. L'enregistreur de paramètres de vol et l'enregistreur phonique sont extraits de l'avion et analysés. Regarde ça. Le bec d'attaque numéro 7 a disparu. Les becs et les volets sont des gouvernes situées sur le bord d'attaque et le bord de fuite des ailes. Ils sont normalement déployés simultanément. Ils permettent d'augmenter la portance à basse vitesse pendant le décollage et l'atterrissage. Il y a eu de gros dégâts. Les enquêteurs se demandent pourquoi le bec s'est détaché. Les circuits hydrauliques sont percés. Logique, si le bec a été arraché. On dirait que le vérin du bec est endommagé. Le vérin fait partie du mécanisme à piston qui permet de déployer ou de rentrer le bec d'attaque. On va sortir le vérin de l'aile pour l'examiner. L'un des éléments intéressants de cette inspection était le vérin du bec numéro 7. Il s'est brisé net, regarde. Pas d'éraflure à l'intérieur non plus. Les enquêteurs découvrent un indice important. Il était déployé quand il s'est détaché. Le vérin du bec numéro 7 était brisé et le piston lui-même avait disparu. Mais en examinant de près le vérin, on voyait qu'il était en position déployée au moment de l'incident. Il ne faut jamais déployer un bec lorsqu'on vole à la vitesse de croisière.
Il est peut-être sorti par accident. Pour le savoir, il faut tester le système hydraulique. Un déploiement accidentel impliquait une défaillance dans le système hydraulique et dans le mécanisme de verrouillage. Je sors les volets à 2 degrés. Volet à 15. Volet à 15. Ça m'a l'air bon. Maintenant, les volets à 20. Volet à 20. Les enquêteurs testent toutes les configurations de volets possibles. Bon, on a fait le tour, tout fonctionne. Les tests ont révélé que le système hydraulique fonctionnait et n'avait pas provoqué de déploiement accidentel. Boeing nous a envoyé ça. Quant au mécanisme de verrouillage, a-t-il pu subir une défaillance significative? Pour qu'un bec se déverrouille accidentellement, le vérin doit être soumis à une force supérieure à 70 G. 70 G? Il n'a pas pu subir une tension pareille. C'est impossible. Avec 70 G, l'appareil n'aurait jamais pu se rétablir en vol. Les enquêteurs avaient beaucoup de mal à trouver des pistes. Viens voir. L'enquête progresse enfin grâce à la découverte de débris du vol 841 à 10 km au nord de Saginaw, dans le Michigan. Le bec numéro 7. Brisé en deux. Regarde. C'est la vis du bec numéro 7. Cette vis faisait partie du système de fixation du bec d'attaque numéro 7. Elle se trouvait sur le côté intérieur du mécanisme permettant de déployer ou rétracter le bec. Je vais envoyer ça au labo. Les enquêteurs espèrent que l'analyse métallurgique leur fournira des réponses. Mais une question cruciale demeure. Pourquoi le bec s'est-il déployé? La seule autre explication possible, c'est que le pilote l'a déclenché. Le déploiement avait probablement été activé depuis le cockpit. Et c'était très inquiétant pour tout le monde. Pourquoi un pilote prendrait-il l'énorme risque d'un déploiement des becs à la vitesse de croisière? Je ne trouve aucune mention des becs dans la déposition du commandant. Les enquêteurs relisent les déclarations de l'équipage afin de trouver la moindre référence au déploiement des becs ou des volets pendant le vol. Les autres n'en ont pas parlé non plus. J'ai une idée. Merci d'avoir accepté qu'on se voit. Plusieurs pilotes sont interrogés afin de savoir pourquoi on déploierait un bec ou un volet en plein vol. Officieusement, Officieusement. les volets, oui. Les becs, non. Seulement les volets. Apparemment, certains pilotes ont recours à une procédure non autorisée pour économiser du carburant et raccourcir le temps de trajet. Je pensais que c'était impossible. Effectivement. Sauf si on bloque les circuits. Cette procédure consiste à sortir les volets du bord de fuite à 2 degrés, tout en désactivant manuellement le circuit des becs pour éviter que le déploiement des volets entraîne automatiquement celui des becs en même temps. On connaît tous ce type de pratique, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un avouer qu'il l'utilisait. Prêt? L'enregistreur phonique du vol 841 révélera peut-être si le pilote a eu recours à cette procédure irrégulière.
Faisons descendre nos passagers. Attends. Tu as mis la bande au début? Oui, elle est rembobinée. Recommence, juste pour être sûr. Faisons descendre nos passagers. L'avion a déjà atterri. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Le pilote a effacé l'enregistrement. L'enregistreur phonique ne contenait aucune information, ce qui était pour le moins fâcheux. Il faut qu'on parle à Gibson. L'équipe se rend en Californie pour s'entretenir avec le commandant de bord en personne. Le Conseil de sécurité organise une audience publique, au cours de laquelle il interroge l'équipage. J'ai dit à mon collègue que l'avion allait basculer. Voilà. Le commandant admet qu'il efface toujours le contenu de l'enregistreur de vol après l'atterrissage, même si cela ne figure sur aucune checklist. Est-ce que vous effacez toujours l'enregistrement? J'en ai pris l'habitude, oui. Il paraissait invraisemblable qu'après être passé à 2 doigts de la mort, le commandant ait effacé l'enregistrement de vol en suivant tranquillement sa routine. Quelque chose ne colle pas. Les explications vagues du commandant ne suffisent pas à convaincre les enquêteurs, qui soupçonnent l'équipage d'avoir tenté de faire disparaître les preuves liées à l'utilisation de cette fameuse procédure non autorisée. On pouvait tout naturellement supposer qu'il avait délibérément effacé l'enregistrement, car il savait qu'une enquête aurait lieu. Et qu'il avait quelque chose à cacher. L'autre enregistreur nous en dira peut-être plus. L'équipe s'intéresse ensuite à l'enregistreur de paramètres de vol, à l'affût du moindre détail qui indiquerait que l'équipage a déployé les volets. C'est une sacrée accélération. En 44 secondes, l'avion passe de 229 nœuds à plus de 400 nœuds. C'est incroyable. Regarde. En examinant les données, les enquêteurs découvrent un indice capital. C'est bizarre. Ce sont des oscillations? Oui, sont légers. Cette courbe indique l'intensité des forces d'accélération subies par l'appareil durant le vol. On va agrandir cette partie. D'après les données de l'enregistreur, les jets qui s'exerçaient sur l'avion augmentaient et diminuaient plusieurs fois de suite. C'était très inhabituel. Les oscillations démarrent à 39 000 pieds, juste avant l'incident. 1, 2, 3, 13 secondes avant que l'avion bascule. On dirait que l'avion vibrait énormément. C'est quoi ça? Apparemment, l'avion a été parcouru de fortes secousses pendant 13 secondes avant de s'incliner sur le côté. Attends. Et si les vibrations provenaient d'une certaine position des volets et des becs? On n'a qu'à faire le test. On est à 39 000 pieds. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports prennent un gros risque en essayant de reproduire les vibrations du vol 841.
On a une bonne douzaine de configurations et de manœuvres à tester. Ils font un vol d'essai pour savoir si ces anomalies ont pu être provoquées par le déploiement des becs. Grâce à cette opération, ils pouvaient effectuer des manœuvres et les comparer aux données de l'enregistreur de paramètres du vol 841. 229 nœuds. Test numéro 1. Je commence par couper les becs. Les becs sont rétractés. Prêt. Volet à 2 degrés. Volet à 2. L'objectif est de recréer les oscillations inhabituelles en testant plusieurs configurations des volets et des becs. Test numéro 2. Volet à 5. Les becs sont toujours rétractés. Les enquêteurs du Conseil de sécurité sont prêts à tout. Mais moi, j'aurais eu la trouille. Bon, test numéro 9. Volet à 2, bec 2, 3, 6 et 7. Volet à 2. Prêt? Vous sentez ça? Grâce à ce test, les enquêteurs font des progrès considérables. Un vol d'essai doit être effectué avec le même type d'appareil, en enregistrant soigneusement tous les paramètres. Chaque détail est pris en compte pour que les résultats soient exploitables dans le cadre de l'enquête. J'ai repris l'enregistrement du vol. Le scénario 9 devrait correspondre. Pour confirmer les résultats, les enquêteurs comparent leurs données avec celles du vol 841. Ça coïncide parfaitement. Ce test a démontré que le déploiement des volets et des becs provoquait les mêmes oscillations que sur le vol 841. Donc c'est sur ce scénario-là que l'avion vibrait le plus. Exactement. Volet à 2 degrés. Bec 2, 3, 6 et 7 déployés et rétracté 13 secondes plus tard. Les enquêteurs disposent maintenant d'éléments convaincants pour prouver que l'équipage du vol 841 a utilisé cette procédure irrégulière en désactivant les becs et en sortant les volets. Mais alors, pourquoi les becs se sont-ils malgré tout déployés en entraînant ainsi la chute de l'avion? C'est quoi ça? Les becs vibraient parce que l'avion dépassait largement la vitesse nominale de déploiement. Le bruit et les secousses devaient être très intenses. Les tests montrent que le circuit des becs a été rétabli, ce qui a entraîné leur déploiement. On sait que les pilotes ont bloqué les becs pour lancer la procédure. Mais pourquoi ils les ont réactivés? Et pourquoi il leur a fallu 13 secondes pour comprendre le problème et rentrer les becs? Les enquêteurs parcourent à nouveau les dépositions des membres d'équipage. D'après le chef de cabine, le mécanicien est sorti du cockpit peu avant l'incident. Fais voir. Je vais aux toilettes. Je prends les plateaux. La porte du cockpit s'est ouverte et le mécanicien de bord est sorti avec les plateaux repas. Comme c'était à moi de m'en occuper, je suis allé le voir immédiatement. Je vous débarrasse? Merci. J'étais surpris. D'habitude, les pilotes et les mécaniciens ne rapportent pas les plateaux en cabine. Ils attendent qu'on vienne les récupérer. C'est ça. Le mécanicien n'était pas dans le cockpit. Ils n'avaient pas toutes les infos. Les enquêteurs ont maintenant une théorie sur ce qui s'est passé dans le cockpit pendant le vol du 4 avril. Le mécanicien sort du cockpit pour rapporter les plateaux. Pendant que Banks n'est pas là, Gibson lance la procédure non autorisée. Les pilotes déploient les volets.
Ça te dirait qu'on arrive un peu plus tôt? D'accord. Comment? Regarde. Voler à 2 degrés. J'avais entendu parler de cette astuce, mais j'avais jamais essayé. Ça fonctionne à merveille. Le copilote était plus jeune. Il a pu se dire, c'est lui le chef. S'il dit que c'est bon, ça me va. De nos jours, ce serait impensable. Banks revient et voit que le système des becs est coupé. Et comme tout bon mécano, qu'est-ce qu'il fait? Il le réactive. À son retour, le mécanicien Gary Banks a remarqué l'anomalie et a remis l'interrupteur dans sa position normale, sans savoir que le commandant avait volontairement désactivé les becs pour les empêcher de se déployer en même temps que les volets. Exactement. Les becs fonctionnent à nouveau, et comme les volets sont sortis, ils se déploient automatiquement. Et le cockpit commence à vibrer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça? T'as fait quoi à l'instant? Le système était coupé, je l'ai réactivé. Bon sang! Rentre les volets, Scott, vite! Volet rentré. On va basculer! Ils ont foiré la manœuvre. Les enquêteurs ont compris comment l'équipage du vol TWA 841 a pu perdre le contrôle du Boeing 727. Mais il leur reste un dernier mystère à élucider. Pourquoi est-ce que le bec numéro 7 ne s'est pas rétracté comme les autres? On a les résultats du labo. Les enquêteurs ont demandé une analyse métallurgique de la vis de fixation du bec numéro 7 du vol TWA 841. Des traces de détérioration. Le métal était déjà affaibli. La vis comportait une fissure, à cause de laquelle le bec penchait vers l'intérieur une fois déployé. Le bec se situe à l'avant de l'aile. Il subit donc toutes les forces liées à l'air. À 0,8 fois la vitesse du son, ça correspond à une pression considérable. Toute cette pression a déformé le bec incliné. Le bec numéro 7 ne pouvait plus se rétracter. Soumis à de terribles forces pendant la chute de l'avion, il a fini par s'arracher. Les enquêteurs comprennent enfin pourquoi le vol 841 a été entraîné dans un terrible plongeon dans le ciel du Michigan le soir du 4 avril 1979. Je vais aux toilettes. Je prends les plateaux. Sans savoir que le commandant avait déclenché une procédure non autorisée en désactivant les becs pour déployer uniquement les volets, le mécanicien de bord a rétabli le système. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça? Le commandant de bord a perdu de précieuses secondes à essayer de comprendre ce qui s'était passé, tandis que l'avion filait à toute vitesse, avec les volets et les becs dans une configuration très dangereuse. L'équipage et les passagers ont décrit les fortes vibrations qu'ils ont ressenties à cause du déploiement des volets et des becs à 39 000 pieds. Rentre les volets, Scott, vite! Volet rentré. Je reprends le contrôle. Les volets et les becs se rétractent, à l'exception du bec numéro 7 endommagé sur l'aile droite. Avec le bec numéro 7 déployé, l'aile droite subit une traînée plus importante que l'aile gauche. Et ça la fait descendre, ce qui provoque un virage à droite.
C'est exactement ce qui s'est passé. Allez, allez! Trop tard. L'équipage ne se doutait pas que l'un des becs était toujours déployé, entraînant l'appareil dans un plongeon vers la droite. On va basculer! Le commandant de bord a perdu le contrôle du vol 841. Mais par un incroyable coup de chance, le bec numéro 7 se détache de l'avion à une altitude de seulement 8000 pieds. Une fois le bec d'attaque arraché, l'appareil est redevenu manœuvrable. La symétrie des ailes partiellement restaurées et le déploiement du train d'atterrissage ont permis de ralentir l'avion, d'en reprendre le contrôle et finalement d'atterrir en urgence à l'aéroport de Détroit. On inverse la poussée! Le Conseil national de la sécurité des transports formule de nouveaux avertissements quant au danger du déploiement des volets et des becs pendant le vol. Aucune action punitive n'est entreprise envers l'équipage. Les conclusions du Conseil ne sont pas là pour accuser qui que ce soit, mais simplement pour éviter de futurs accidents en présentant une cause probable qu'il faut rectifier. Les pilotes continuent de clamer leur innocence en affirmant qu'ils n'ont pas déployé volontairement les volets. Harvey Gibson a emporté son secret dans la tombe en 2015 et ses deux collègues gardent le silence. Suite à cet incident, les avions plus récents sont équipés d'ordinateurs de vol qui empêchent le déploiement des volets et des becs au-delà d'une certaine altitude. On a beaucoup spéculé sur ce que les pilotes avaient fait ou pas pendant ce vol. J'y ai beaucoup réfléchi pendant plus de 40 ans. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je ne saurais jamais ce qui s'est passé.